J'ai pas 1, j'ai pas 2, j'ai pas 3, j'ai pas 4, j'ai 5 ans. Je suis couché sur le tapis à fleurs et je compte mes années sur les doigts de la main. C'est chouette, j'ai autant d'années que de doigts sur une main. Les autres, ils n'ont pas cette chance. Mon frère, par exemple, il a besoin d'une main et après, il lui faut encore 2 doigts de l'autre main. Moi, j'ai un âge parfait. Je sais aussi combien de jours dans la semaine. Mardi, mercredi, samedi. Mais tante Eugénie prétend qu'il en existe plein d'autres. Combien au juste? Est-ce qu'il y a plus de doigts de pied que de jours de la semaine? Puis alors, surtout, pourquoi le mardi dure plus longtemps que le mercredi? Je sais pas. Par contre, je me souviens très bien, il y a une semaine, c'était mon anniversaire. Peu de temps avant, papa, maman sont partis de la maison. Le soir, ils sont là. Le matin, ils sont plus là. Comme un tour de magie. Tante Eugénie essaye de m'expliquer. Ils ont pris de longues vacances. Mais ton frère et toi, vous pourrez bientôt partir les rejoindre. Vous allez quitter Bucarest et vous partirez dans un pays incroyable. Tu vas adorer. Mais il faut être un peu patient. Ouais. Elle n'a pas l'air très sûre de ce qu'elle affirme. Les journées passent comme si de rien n'était. On habite au 5e étage d'un bloc dans lequel vivent des tas de familles. Le matin, oncle Prosper part pour l'usine et revient de l'usine le soir. Le matin, tante Eugénie part pour le bureau et revient du bureau le soir. Quand on est avec les copains, on doit continuer à faire comme si de rien n'était. Bucarest ne doit pas se douter que papa et maman sont partis. Aujourd'hui, c'est mardi. Grand-mère Clarisse, cheveux blancs tirés en arrière, revient du marché et dépose des légumes sur le balcon. Avec Lex, on sort sur le balcon pour admirer 1 kilo de tomates. Elles sont belles, lisses. Je m'en colle une sur le museau. Mon frère crie. Arrête ça, sinon tu n'iras pas en Suisse. Ah bon? Et pourquoi? Bah parce que t'es un idiot. Puis papa, il n'a pas besoin d'un idiot. Depuis combien de temps? Ils sont partis? Les mots restent collés à mes lèvres. On dirait des bouts de biscuits macérés dans la salive. Et on ne dit pas coller, on dit bégayer. Je bégaye très fort. Attendez, je vais le refaire. Depuis combien de temps ils sont partis? 2 semaines. Ça fait plus ou moins qu'une année? Non mais t'es vraiment trop bête, toi, hein? La prochaine fois qu'ils vont téléphoner, je leur dirai que tu sais même pas la différence entre les semaines et les années. Ils seront tellement déçus. Mon frère a toujours trouvé les mots parfaits, le ton idéal et la mimique adéquate pour me faire enrager. Je prends une tomate pour lui balancer à la gueule. Arrête. Si tu fais ça, je te dénonce à grand-mère. M'en fous. Et tu seras puni. Tu n'iras jamais en Suisse. Je sais qu'il a raison. Si je lui éclate une tomate à la gueule, je peux dire adieu à mes parents. Et si là-bas, dans le pays incroyable où mon frère et moi, on doit bientôt partir, papa, maman avaient déjà adopté un autre jeune. Un jeune plus malin que moi, qui ferait pas de bêtises et pas pipi au lit le mardi, le mercredi et le samedi. Je prends la tomate et je la balance au hasard, dans le ciel. Elle atterrit avec un grand splash au pied de 2 dames occupées à éplucher des patates. Alex et moi, on court se planquer derrière le mur du balcon. Au bout d'1 minute, le bout de nos fronts réapparaît prudemment. Les 2 dames scrutent chaque fenêtre du bâtiment. Alex dit « Si je touche le facteur à vélo, je pars pour la Suisse avant toi. » Sa tomate atterrit sur la roue avant de la bicyclette. Le facteur, surpris, perd l'équilibre et finit sa course à plat ventre. Ces injures envahissent tout le quartier. Nos yeux crépitent de joie. Au bout d'1 minute, je réinspecte les alentours et j'aperçois Madame Merlesco, la mère de Sorine, un garçon que je ne peux pas piffer. Et si je touche
La mère de Sorine, je pars pour la Suisse demain matin. Paf! En plein dans le manteau. Les gens commencent à sortir aux fenêtres pour savoir ce qui se passe. Vai, ce scandal! Cine va să joacă cu mâncarea? Da, eu, săptămâna trecută am făcut o coadă de 2 ore pentru câteva roșii și un kil de zahăr. Alex doit réagir. Sa fierté de grand frère est en jeu. Alors, il s'empare du panier et balance tout ce qui reste par-dessus bord. En bas, ça hurle, ça se déchaîne, ça menace. Alex et moi retournons à 4 pattes dans l'appartement en nous retenant les côtes et la bouche pour ne pas exploser de rire. À midi, grand-mère Clarisse sort sur le balcon et revient en fronçant les sourcils. Dites donc, j'ai acheté 1 kilo de tomates tout à l'heure, vous les avez pas vues? Ouais, je suis sûr que vous y êtes pour quelque chose. Ça y est, c'est foutu, hein? Papa, maman, les retrouvailles, le pays fantastique, la Suisse. Tout ça perdu pour 1 kilo de tomates? Quand soudain j'entends mon frère murmurer. On a eu faim, grand-mère, alors on a mangé les tomates. Grand-mère Clarisse fait une grimace horrible, comme si on avait planté un couteau dans le ventre. Mais pauvre petit, vous aviez si faim! Et on se blottit dans les bras de grand-mère. Et le soir même, on mange pour 12. Blanc de poulet, riz pilaf, colline de boulettes de viande, confiture dans une coupelle, limonade à volonté. Et comme si ça ne suffisait pas, riz au lait saupoudré de cannelle. Alors, jamais de ma vie, j'ai été aussi bien récompensé d'avoir menti. Les feuilles des arbres du parc Chichmijiu rougissent à vue d'œil, mais mon frère et moi, on n'est toujours pas partis en Suisse. Je regarde Alex, je le devine dans ses yeux. Il est de plus en plus persuadé que papa et maman nous ont oubliés. Alex commence sa 2e année scolaire. La première fois que je l'ai vu en uniforme, je me suis roulé par terre de rire. Mais au bout d'une semaine, la jalousie m'a bouffé le ventre. Moi aussi, j'ai voulu un petit uniforme, bleu marine. Moi aussi, je voulais un sac à dos en cuir. À force de crier dans les oreilles de tante Eugénie que je veux aller à l'école, j'ai fini par la faire craquer. Elle a accepté de m'inscrire dans une école de Bucarest. Presque au même moment, la famille décrochait pour mon frère et moi le fameux visa de sortie. M'en fous, je veux aller à l'école. Aujourd'hui, je connais un nouveau jour de la semaine, le lundi. Grand-mère Clarisse m'emmène à l'école en me tenant par la main. Là. Je suis si fier que mes sandales ne touchent pas terre. Et tout à coup, le portrait d'un monsieur entouré d'épis de blé, peint sur un panneau de bois, me saute aux yeux. Dis, grand-mère, c'est qui sur le panneau? C'est Ceausescu, voyons, le président de la Roumanie. Oh, Ceausescu. En inspectant autour de moi, je réalise que la ville est envahie d'images de Ceausescu. Un immense portrait est peint sur une toile qui recouvre la façade d'un immeuble. On voit Ceausescu penché vers un groupe d'enfants qui l'embrasse. On comprend qu'il est en train d'ouvrir une nouvelle école. Sur une autre affiche, Ceausescu est debout sur un tracteur en train de labourer la Roumanie. Sur une autre affiche, il est sur une estrade, heureux, il applaudit un groupe de danseuses, habillées à la mode des campagnes. Il fait plein de choses, Ceausescu. Il est gentil. Grand-mère Clarisse me regarde avec horreur, mais ne me répond rien. Ce jour-là, à l'école, on reçoit un abécédaire et un cahier à ligne bleue. Merci. J'aime l'école. Le lendemain, le professeur nous donne nos premiers devoirs à faire à la maison. Lisez les 2 premières pages de l'abécédaire et recopiez 20 fois dans votre cahier langue roumaine les 2 premiers signes de l'alphabet. D'accord. J'aime l'école. Je m'assieds à la table où travaille Alex pour réviser avec tante Eugénie.
J'essaie d'imiter les poses d'Alex, sa façon d'agiter le crayon au-dessus de la feuille et ses jambes bien droites, posées sur le tapis à fleurs. Alors, au début, je triche. Au lieu de dessiner des A, je gribouille un zigzag sur une ligne que je barre d'un trait horizontal. Ça ressemble un peu à la scie que j'ai vue une fois dans une cabane. Tante Eugénie soupire et m'explique que dans la langue roumaine, on n'a jamais l'occasion d'utiliser un mot avec 20 A majuscules qui se suivent. Je dois recommencer en mettant un espace entre chaque lettre. Je passe au B. On dirait le bonhomme du ministère où mon frère et moi, avec ma tante, on a été une bonne dizaine de fois pour lui demander la permission de partir en Suisse rejoindre papa-maman. J'ai remarqué que sa grosse tête ronde était posée sur un corps rond aussi. 2 boules de graisse attachées par une colonne vertébrale. Un vrai B en mouvement. Mercredi, je vais à l'école d'un pas déterminé. Je connais les 2 premières pages de l'abécédaire. J'ai un soleil dans la poitrine. Le professeur va me prendre pour un génie. Il va me transférer dans une école pour génies particulièrement intelligents. Et Ceausescu va me donner une médaille. En classe, au bout d'1 heure, quelqu'un toque à la porte. Le professeur se lève, va ouvrir. Une petite dame en jupe grise et chemise blanche s'avance devant nous. Le professeur nous gronde. « Copii, nu știți cine a intrat ?» Nous faisons. « Non. Doamna directoire !» Une sorte de vertige s'empare de nous. Personne n'avait encore jamais vu Madame la directrice. L'apparition de ce personnage tellement mystérieux et terrifiant nous dessèche la bouche. On se redresse comme un champ de tulipes. Madame la directrice nous dévisage, l'un après l'autre. Eugen Meltz? Je reçois mon oncle d'un coup de poignard dans la poitrine. Dans ma tête, j'appelle au secours mon père, ma mère, ma tante, Alex. Là? Sors ton abécédaire, je te prie. C'est peut-être une interrogation surprise. Bien que terrorisé, je me sens prêt. Si elle me demande de venir au tableau noir, je pourrais l'épater. Madame la directrice fait 2 pas dans ma direction. Ma tête arrive à la hauteur de sa jupe. Tes parents ont trahi la République socialiste de Roumanie. Je viens d'apprendre que tu as obtenu un visa pour quitter notre patrie. Puisque tu es un traître aussi. Fous le camp! Mais cet abécédaire ne t'appartient pas. Il est la propriété de l'État roumain. Rends-le-moi et quitte mon école. J'ai rien compris. J'ai pas capté un mot de ce qu'elle a dit. Du te în familia ta? Înțelegi română sau ești cretin? Alors, je lui tends l'abécédaire. Puis je me baisse pour ramasser mon cartable, tant bien que mal. Mes pieds avancent comme dans la vase. Le professeur me regarde d'un air désolé, mais il n'ose pas faire de geste pour m'aider. Tout à coup, je suis dans le corridor. Tout à coup, me voilà dans la cour. Le temps et l'espace s'embrouillent à cause des larmes qui remplissent mes yeux. Et là, sans que je ne puisse rien faire pour l'en empêcher, un long cri jaillit du fond de moi. Il remplit ma tête et mon cœur. Il remplit la rue et le trottoir. Il remplit l'air et toute la capitale de la République socialiste de Roumanie. Vous l'avez pas entendu? Je me souviens plus la date exacte, mais on m'a dit que c'est arrivé en septembre 1975. Finalement, ma tante a tort. Il existe bien un mot de 20 A majuscules qui se suivent. Alex et moi sommes en Suisse depuis 6 mois. On habite au 6e étage d'une grande tour à Lausanne.
Devant nous, il y a un lac bleu. Après le lac, on voit les montagnes bleues, avec la neige blanche au sommet. Exactement comme sur les boîtes en chocolat, dans les vitrines des magasins. On habite devant un couvercle de boîtes en chocolat. Mais ma mère répète souvent « Nous sommes arrivés de l'autre côté du monde ». Elle dit toujours ça pendant qu'elle prépare les légumes. Alex rentre de l'école et déclare d'un air ravi. Aujourd'hui, avec la classe, on a été dans un endroit pas croyable. Ah bon? Où ça? Ben, pas très loin d'ici, il y a un parc avec des rochers, des tunnels. Les tunnels sont en pente, alors tu peux glisser dedans. C'est comme des toboggans, tu vois. Puis il y a des bosses colorées, puis des balançoires. C'est génial. Maman ne croit pas qu'un tel lieu existe près de chez nous. Alors, le soir même, Alex réexplique toute l'affaire à papa. Mais le soir, personne n'a aucune chance d'intéresser papa avec quoi que ce soit. Il est toujours fatigué. Il travaille dans un bureau, il calcule des trucs, des machins. Il est informaticien. Je ne sais pas ce qu'est l'informaticien. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 18h, un informaticien, il creve. Papa écoute et finalement accepte de partir à la recherche de la vallée de la jeunesse le samedi suivant. On se met en route à 10h du matin. On remonte l'avenue de Montois, puis Alex nous indique de traverser pour continuer par une petite ruelle. Et là, tout à coup, une voiture noire nous coupe la route. Papa nous apprend qu'il s'agit de la voiture dans laquelle on transporte les morts vers leur dernière maison. C'est quoi la dernière maison des morts? Ce sont les tombes, comme celles que l'on voit depuis l'appartement. On habite en face du cimetière de Montois. Pourquoi les morts sont morts? Je ne sais pas. Des fois, on a un accident ou bien on tombe malade. Ça fait comment quand on est mort? Eh bien, quand on est mort, on n'est plus là pour se soucier de quoi que ce soit. Ah bon? Mais on est où? Au paradis. Ton corps reste ici, mais ton âme monte au ciel. Mais il fait quoi, mon corps, ici? Bon, oh, ça suffit. On est là pour trouver la vallée de la jeunesse, pour parler des morts. Et tout à coup, un rideau d'arbres s'ouvre devant nous, faisant place à un monde merveilleux. Des garçons à vélo grimpent sur des bosses colorées en jaune et rouge. Plus loin, des petits vénins jouent à cache-cache entre les pierres. Avec papa, on trouve un sentier, et rapidement, on se retrouve au sommet d'une colline de rochers. De là-haut, on réalise qu'on est vraiment dans une vallée. Des dizaines de rosiers, rouges fraises, jaunes abricots, blancs chantilly parsèment les nombreuses terrasses. Tout au fond de la vallée, on distingue un étang bleu. Et après l'étang, l'allée se transforme en rampe de béton qui s'enroule autour d'un bâtiment au toit en forme de coquillage. Et là, une tache verte me saute aux yeux. Je découvre un soldat, un fantastique soldat qui tient son fusil en joue et vise un ennemi invisible droit devant lui. Depuis combien de temps il m'attend sur la colline de pierre? 1 an? Un siècle? En tout cas, j'ai quitté Bucarest à temps. Je suis au rendez-vous avec le soldat de la vallée. Qu'est-ce que tu as trouvé là? Un soldat, il est à moi. Tu me le montres? Alors je le tends à papa, qui l'examine un moment. C'est un soldat américain. Les Américains faisaient partie des Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale. Avec les Russes et les Anglais, ils ont sauvé le monde. J'en étais sûr. Je possède un soldat qui appartient à une armée invincible. Je le fous au fond de la poche. Avec lui, c'est bon. Je crains plus aucun danger. Alex me montre du doigt 2 tunnels noirs et lisses qui traversent la colline de part en part. Des toboggans uniques au monde. Papa contourne la colline et nous attend à la sortie des 2 tunnels. Il crie dans les boyaux. À vos marques! Prêt! Quand j'entends partez, je me lance comme une torpille. Je serre de toutes mes forces mon soldat américain. Je sais que dans quelques secondes, je réapparaîtrai de l'autre côté pour plonger dans les bras de papa. En attendant, j'ordonne aux soldats de tirer sur toutes les horloges de la Terre. Oui.
Un copain m'a appris que si on cassait toutes les horloges du monde, le temps s'arrêtait. En Roumanie, les magasins étaient nuls. Une fois, je me souviens, on est entré dans un supermarché avec grand-mère Clarisse, cheveux blancs tirés en arrière, et la seule chose qu'on pouvait acheter, c'était des cornichons, dans des grands bocaux. Grand-mère en a attrapé un pour lire l'étiquette. Va! Ces conserves sont périmées depuis 4 ans! Attendez, j'entre dans un supermarché, je ne trouve ni pain, ni sucre, ni légumes, ni limonade pour le petit. La seule chose que je peux acheter, c'est des cornichons poisonnés, merci! Le monsieur du magasin est apparu, puis a regardé grand-mère d'un œil mauvais. Doamnă, calmați-vă dacă nu, téléphonez la sécurité. Non, pas la sécurité, pardon, je me suis trompé. Merci, très bien votre magasin. Bonne journée. Sur le chemin du retour, grand-mère Clarisse s'est emportée et a balancé des injures. Tout est pizda, mă, ti porc impertinent, fonctionnaire împuțit. Mais comme je les hais tous. Qui est-ce que tu es, grand-mère? Les communistes? Première fois que j'entends ce mot. Ça a l'air vachement grave d'être communiste. À Lausanne, les magasins, ça n'a rien à voir. Il y a à boire, à manger, à jouer, à s'habiller. Avec maman, on entre à l'innovation et on monte dans les étages. J'adore l'escalator. Je regarde les marches diminuer jusqu'à disparaître dans le plancher. Et tout à coup, je la vois. Devant moi, il y a la panthère rose. J'ai découvert la panthère rose ici, en Suisse. Un super dessin animé, des gags marrants, puis en plus la musique est géniale. Mais alors, jamais j'aurais imaginé que la panthère rose puisse sortir du poste de télévision pour m'attendre au dernier étage de l'innovation. Tu veux faire un tour dans ce machin? C'est pas un machin, c'est la panthère rose. D'accord, je vais mettre un frein. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Je la regarde chercher dans son porte-monnaie sa pièce d'un franc, et tout à coup, la panthère rose monte vers le plafond. Bah, qu'est-ce que tu attends? Grimpe dessus. Maman m'attrape par les épaules et me dépose sur le dos de la panthère rose. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Et tout à coup, la panthère rose me fait monter au plafond. Et je redescends. Et je remonte. Et je redescends. Et je remonte. Tout à coup, la panthère rose s'immobilise et je redescends vers le plancher. Je veux encore. Je veux encore. Mais tout ce que j'obtiens, c'est de me faire soulever par les épaules et déposer par terre sur le sol. Avec ma mère, on monte au dernier étage et tout à coup on redescend vers la sortie. La sortie. Je hurle aussi fort que je peux. J'espère que les gens seront terrorisés. Comme ça, ils obligeront ma mère à retourner vers la panthère rose. Je reçois une gifle. Je préférais la Roumanie. Au moins là-bas, personne ne me battait. Ma mère me regarde avec horreur, mais elle ne me répond rien. Heureusement, juste avant la sortie, un monsieur attrape maman par l'avant-bras, il lui montre une petite carte et il oblige ma mère à retourner au dernier étage. Pas possible, le dernier étage, c'est celui de la panthère rose. Attends, en Suisse, il y a une police des panthères roses qui arrête les mamans trop sévères. Je suis fou de joie. On reprend l'escalator. Je regarde derrière. Ma mère est catastrophée. Elle fait une grimace, elle a presque les larmes aux yeux. Ça m'a vieilli. Il fallait y penser avant, hein. Juste avant la panthère rose, le monsieur nous oblige à entrer dans une petite pièce. Veuillez déposer sur cette table tous les articles achetés dans ce magasin, madame. Mais je vous répète que je ne comprends pas.
Ma mère obéit et sort quand même de son sac un coussin, des carottes, une paire de gants, et puis des pantoufles. Et ça, madame, qu'est-ce que c'est? Ma mère réalise quelque chose de très grave. Ses paroles restent en travers de la gorge. Dites, pendant que vous jouez ensemble, je peux aller vers la panthère rose? Vous voyez, c'est à cause de lui. Il n'a pas arrêté de me pleurer dans les jambes pour que je lui offre un tour dans sa panthère rose. Alors je suis passé au rayon des pantoufles et après je me suis trompé et j'ai oublié. Écoutez, madame, peut-être, mais peut-être pas. En tout cas, je suis obligé de vous infliger une amende de 50 francs. Et vous devrez également régler le prix de cet article. Je vais payer, monsieur. Je vais payer. Elle va aller en prison. Ma mère est blême, elle ne dit plus rien. Puis-je voir votre pièce d'identité, s'il vous plaît? Permis B. Je vois. Le monsieur remplit 3 feuilles de papier et tend celui de couleur jaune à ma mère. Maman ouvre son porte-monnaie, paye, puis on sort. En partant, je regarde encore une dernière fois la panthère rose, mais bon, j'ose pas insister, quoi. Tous les élèves descendent des bus gris. L'air est vachement frais. Il faut dire qu'on n'a pas arrêté de monter depuis une demi-heure entre les collines vertes du pays d'en haut. Autour de moi, tout, absolument tout est nouveau. On est parti ce matin du camp de base de l'école à la montagne. Alors, premièrement, j'ai plus de copains. Je viens d'entrer à l'école secondaire du Belvédère. Autre problème, des taches rouges sont apparues sur mes jambes. Ça s'appelle psoriasis, le mot le plus bizarre que je connaisse. En tout cas, c'est super moche le psoriasis. Il faudra que personne me voie comme ça sous la douche. Puis, le troisième problème, à l'école à la montagne, ça se passe à la montagne. Puis moi, j'y connais rien à la montagne. La seule chose que je connaisse en Suisse, c'est les parkings d'autoroute. Oui, mes parents sont tombés amoureux des parkings des autoroutes suisses. Avec le banc en béton, la table en béton, le WC propre et la poubelle qui pue pas. Alors, plusieurs dimanches par année, on prend la bagnole, on s'arrête sur un parking d'autoroute, on pique-nique, puis après on s'enfonce un peu dans la forêt pour jouer. Les moniteurs nous répartissent en groupe et on commence à marcher. Au début, le sentier est super étroit. Il faut écarter les branches des sapins pour avancer. Je regarde mes voisins, non, ils montent comme des bouquetins. On dirait qu'ils ont toujours fait ça dans la vie. Moi, mes parkings d'autoroute, on n'ira pas loin. Après, ça devient humide. C'est tout boueux. Je regarde les chaussures des voisins. Eux, ils ont des gros machins là qui montent bien jusqu'aux chevilles. Moi, j'ai des petites kickers bleues pas solides, achetées chez Emmaüs, parce qu'on est réfugiés politiques. Quand on a reçu la liste des affaires à emporter à la montagne, il m'en manquait les moitiés. Certains mots nous ont fait suer. Un kawaii, par exemple. C'est quoi un kawaii? Le Larousse de la langue française 1966 ne connaissait pas. Et puis, des habits pas dommages. Bon, là, on a fait appel à Tante Eugénie. Alors, dommage est synonyme de catastrophe. Donc, habit pas dommage signifie habit pas catastrophique. Des choses légères, faciles à porter. Qu'est-ce que tu racontes avec des choses légères? Le petit va à la montagne, il a besoin d'un gros pullover. Oui. Mais un pullover, pas dommage. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont réfléchi comme ça un moment. Finalement, j'ai pris un peu de tout. Habit chaud, très dommage.
T-shirt dommage, mais ça ira. T-shirt pas trop dommage. Puis des pantalons ni dommage, ni heureusement. Avec des pantalons normaux, quoi. Pour les chaussures, ça a été encore plus compliqué. Une famille de Bucarest qui pique-nique sur les parkings d'autoroute ne possède pas une paire de chaussures de montagne. Je vais à la montagne sans chaussures de montagne. La honte. Maman, pourquoi on n'est pas des gens normaux? Tais-toi, s'il te plaît. Alors bon, finalement j'ai pris la paire de chaussures la plus solide de la commode et puis voilà. On continue à marcher. Maintenant, c'est tellement boueux que ça fait ptchak sous la semelle. Continue à grimper et tout à coup, il n'y a plus de chaussures. Seulement une chaussette mouillée. La godasse est restée au fond dans la boue. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. J'inspecte de mon mieux. Le moniteur le plus proche arrive. Je lui montre ma chaussette. Attends, on va la retrouver. Hein? Je le regarde inspecter avec un bâton. Mais le vrai cauchemar commence quand j'entends quelqu'un crier « Hé, regardez! Eugène, il a perdu une godasse dans la boue! Ah, le con! Ça y est, la rumeur est lancée. Le moniteur fouille, inspecte, creuse, mais il n'y a rien à faire. La godasse est passée du pays d'en haut au pays de très en bas. Bon, écoute, on ne peut pas revenir en arrière. Les bus sont déjà partis, tu comprends? On doit continuer. Alors voilà, tu vas marcher avec une chaussure gauche et une chaussette droite. Hein? Il plaisante, c'est une blague suisse. Allez, courage mon grand. Et on commence à marcher. Les garçons pointent leurs doigts vers moi en pouffant de rire. Moi j'avance de mon mieux sur le sentier. Mais de toute façon, que ce soit dur, pointu, tiède, froid, mou, c'est pas sous le pied que ça me fait mal. J'ai mal à la honte. En plus, la balade est vachement longue, on n'arrête pas de monter et descendre. Des garçons jouent à s'attraper. Moi, je boite. Maintenant, la chaussette s'est transformée en serpillière noire et brune. Puis je commence à avoir franchement mal à une hanche. Et là, une bouffée de rage monte en moi. Je peux rien faire pour l'en empêcher. Et je fais un geste assez stupide. Je prends ma kickers gauche et je la balance en bas de la colline. Ah bah bravo. Bah, comme ça, je boiterai plus. Mais non, comme ça, t'auras mal aux deux pieds. Oh. J'en ai marre. Marre. Je hais la Suisse. Je hais l'école et surtout je hais les Roumains qui ne savent pas comment s'habiller à la montagne. C'est la pire journée de ma vie. Mais alors, pire, on trouve toujours. Une fois arrivé au bus, on s'entasse les uns sur les autres. Moi, je commence à avoir mal au ventre à cause des virages de montagne. Et tout à coup, je vomis entre les sièges. Alors, ça pue, tout le monde me regarde, et j'ai envie de mourir. Le magasin de maquettes se trouve au centre-ville. J'y vais pour baver d'envie devant la maquette de l'Empire contre-attaque, l'épisode 2 de la guerre des étoiles. Elle coûte tellement cher que, même dans mes rêves les plus dingues, j'ai jamais espéré la voir un jour. En fait, pour tout dire, je vais dans ce magasin pour me faire du mal. J'entre, je bave, et je pars. J'entre, je bave, et je pars. Le 15 juillet 1983, à 15h15, j'entre dans le magasin.
Je prends la boîte, je paye et je me casse. Et oui, pour mes 14 ans, mes parents se sont rendus sans condition. Ils m'ont filé le fric pour me payer le cadeau de mes rêves. Une fois arrivé à la maison, j'aligne toutes les pièces sur le tapis à fleurs du salon. Oh, il y a les chasseurs. La maquette est livrée avec une plaque ondulée qui imite les collines de glace de la planète Hot, ainsi que les contours de la base des rebelles, à moitié enterrés. Mais le plus génial, c'est la carcasse. Oui, dans le film, Luke Skywalker dézingue un de ces immenses chameaux métalliques qui transportent les troupes de l'Empire. Eh bien, la maquette est livrée avec le chameau déjà éclafé. C'est la première fois que j'achète une ruine. Enfin, je veux dire, un jouet volontairement foutu. Avec la maquette de l'Empire contre-attaque, je sais pas, j'ai l'impression de passer à l'âge adulte. Un mois plus tard, c'est la rentrée des classes. Christian, mon meilleur pote, se pointe avec un 33 tours des Clash dans son cartable. Sur la pochette, on voit un type, dos voûté, jambes écartées, photographié un millionième de seconde avant qu'il fracasse sa guitare sur scène. J'aime bien la photo. Mais alors, je connais pas les Clash. C'est du punk, me précise Marlène, elle-même habillée en punkette. Ah oui. Non, c'est un de mes préférés. Alors, surtout faire comme si je m'étais tapé 8010 de punk le week-end passé. Dans la classe, il y a un nouveau. Il s'appelle Vittorio. Et il roule à bogey. Moi, j'ai encore mon vélo 3 vitesses. Vittorio, il a un Walkman Sony. Et lui, il écoute du heavy metal. À fond les manettes. Et alors surtout, il drague les nanas comme une bête. Un jour, il se pointe en classe, pose les mains sur les hanches. Eh les mecs, je suis plus puceau depuis hier soir. Puceau. Ça veut dire quoi? Je capte pas le concept. Mais alors bon, surtout, il faut poser aucune question sur le sexe. Hein. Tout le monde doit tout savoir sur le sujet, sinon tu passes pour l'ultime ringard de la planète Terre et de sa proche banlieue. Bon. Bien. Non, Vittorio n'est plus puceau. Ok. C'est une nouvelle importante, je pense. Enfin, c'est ce qu'il lui fallait. J'attrape un paquet de petits beurres et je file dans ma chambre, jouer avec la maquette de l'Empire contre-attaque. Rejoins le côté obscur de la force. C'est ton destin. Non. Rock 1, Rock 2. Faites attention au tir croisé. Joey, fais-nous passer en hyperespace. R2, le déflecteur gauche est déverrouillé. Puis Luke Skywalker, il est puceau aussi. Le Rubik's Cube a déjà rendu hystérique la planète depuis pas mal d'années. Dans ma tête, ils sont 8 à faire tourner les faces du Rubik pendant le cours d'allemand. Les armoires des profs dégorgent de Rubik confisqués. À la récréation, pour la première fois de leur vie, les garçons ne draguent plus les filles, mais ils... Comme pour Noël, Erno Rubik décide de multiplier les crises de nerfs en lançant le Rubik 4 x 4 x 4. Des milliards de possibilités supplémentaires. Voilà un truc à offrir à papa. 24 décembre, 18h. Papa rentre du travail,
enfile son pyjama, endosse sa robe de chambre et s'installe dans son fauteuil où l'attend le café à la turque préparé par maman. Eugène, de quoi s'agit-il? Le nouveau Rubik's. Pourquoi? Je l'observe avec malice. Lui, le petit génie de la famille qui a fabriqué une radio et un télescope de ses propres mains. Lui qui a inventé en 1956 le plus grand ordinateur de Roumanie. Lui, le physicien à qui la République socialiste de Roumanie a offert une bagnole sans qu'il soit membre du Parti communiste. Lui qui s'est barré en Suisse avec la même bagnole. Lui qui travaille dans une entreprise internationale de recherche appliquée depuis 1975, près de Lausanne. Lui qui m'explique depuis tant de semestres tous les problèmes de géométrie, algèbre, trigonométrie, probabilité, physique, optique, chimie. Est-ce qu'il saura résoudre le Rubik 4 x 4 x 4? 25 décembre, jour férié. Depuis 1 heure, papa fixe le Rubik posé sur la table basse du salon. À la fin de la journée, il n'y a toujours pas touché. 26 décembre, jour férié. En me réveillant ce matin, je découvre papa dans le fauteuil, assis devant une feuille couverte de matrices. Bon, alors inutile de dire que j'y pige que dalle. Et la journée passe ainsi, ponctuée de quelques « ah » enthousiastes, comme si papa découvrait des passages secrets dans ses réflexions mathématiques. Papa est quand même le type le plus bizarre que je connaisse. Il ne supporte pas qu'on mange dans sa présence. Il n'aime pas qu'on prononce le mot sexe. Il a peur du noir. Il souffre d'ulcères à l'estomac depuis 25 ans, mais l'idée de se faire ausculter par un médecin le répugne tellement qu'il préfère rester dans son fauteuil et boire du lait tiède. Papa ne s'énerve jamais, n'exprime aucune passion particulière. Alors, l'entendre proférer des « ah » enthousiastes, ça me fait chaud au cœur. 27 décembre, jour ouvrable. Au moment où j'allais sortir de l'appartement, papa m'appelle. Eugène, tu peux me mélanger le Rubik, s'il te plaît? Je prends le Rubik et je te me le mélange dans tous les sens. Et je fonce en ville, rejoindre les copains. Enfin, je fonce, soyons justes. Je boite, je clopine, je clope. Parce que j'ai mal à la hanche droite, à la cheville gauche, au genou droite, au coude gauche et à la mâchoire du côté droite. Ah oui, j'ai oublié, depuis 1 semaine, j'ai mal au pouce. Il a super enflé. En fait, j'ai des bosses sur tout le corps. Je vis dans un monde dans lequel il est possible de perdre une articulation par semaine. C'est pas une histoire et c'est pas une blague. Ça s'appelle la polyarthrite juvénile à tendance récidivante. Récemment, le rhumatologue m'a expliqué le pourquoi du comment. J'ai du psoriasis. Dans 5% des cas, le psoriasis s'attaque aux articulations. Autrement dit, chez une personne sur 20, ça devient de la polyarthrite. Et puis la personne sur 20, c'est moi. Bref. À 18h, en boitant, je rentre du centre-ville. Money for nothing and a chicks for free. Je découvre papa, assis dans son fauteuil. Pourtant, quelque chose a changé. Un petit sourire se promène sur sa lèvre. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Et je découvre le Rubik posé sur la télévision, entièrement recomposé. Non mais c'est inconcevable. Il n'a fallu à papa que 72 heures pour relever un défi planétaire. Mais le plus stupéfiant, c'est la méthode. Analyse,
établissement d'une formule mathématique, expérimentation en recourant à une tierce personne pour ne pas être accusé de tricherie, résolution. J'enfile ma veste de ski et mes baskets, je sors de la tour, je vais directement à mon buggy noir avec son guidon super allongé. Sur le côté, écrit en gros, Cater. Je tourne la clé, je serre la poignée gauche, je grimpe sur la pédale et je me laisse tomber de tout mon poids. Me voilà sur la route. La seule, la vraie, l'unique question qui se pose maintenant, c'est où aller. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je tourne à droite et je passe devant la tour où habitent mon oncle, ma tante et grand-mère Clarisse. Puis je continue tout droit en direction du supermarché où j'ai acheté ma première BD, Le prisonnier du Bouddha. Je voudrais bien être quelqu'un d'autre. Un adulte, par exemple. Mais je ne sais pas comment procéder. Une fois, ma mère m'a cité un proverbe roumain. L'avenir nous sourit comme une tête de cheval mort. Bon, on arrive pendant 10 minutes, ok, mais aujourd'hui, ça ne m'amuse plus. Parce que je suis malheureux. Pourquoi? Parce que les rhumatismes me bouffent tellement que j'ai l'impression d'habiter dans ma propre tombe, parce que j'ai pas de copine, parce que je bégaye comme une mitraillette rouillée, parce que je suis archi nul à l'école. Quand j'avais 11 ans, mon père a insisté pour que je m'oriente vers la scientifique. Alors, résultat des courses, 7 ans plus tard, je suis bon en français, histoire, philo, et archi nul en géométrie, algèbre, trigonométrie, probabilité, physique, optique, chimie. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé ma voie, moi. Puis d'ailleurs, c'est quoi ma voie? Qu'est-ce qu'un bec puceau-arthritique peut faire dans la vie? Bah oui, puceau, parce que j'ai enfin compris ce que ça veut dire. À propos, j'ai appris qu'il existe une distinction entre puceau de la bouche, embrasser une nana, et puis puceau du cul, coucher avec une nana. Alors autant être clair, je collectionne toutes les formes de pucelage jamais avant. Sans raison particulière, je décide de longer le parc Milan. Je me retrouve juste en dessous du Moderne, le cinéma porno de Lausanne. Alors, si c'est vers à gauche, je remonte l'avenue William Fraisse et je passe devant le Moderne. Généralement, j'arrive toujours à zioter un bout de bonne femme à poil sur l'affiche. C'est vers à gauche, à moi la crique. On voit une bonne femme avec une paire de nichons monstrueux. En plus, les cartes, les chambres. Je continue tout droit en direction de la gare où 2 autres feux m'attendent. Et si j'en posais une règle de conduite? La règle dirait interdiction de s'arrêter, obligation de suivre les feux verts de la ville. Voyons si ça fonctionne. Si c'est vers à gauche, je remonte vers mon ancienne école. Aucune envie de passer par là aujourd'hui. Si c'est vers à droite, je traverse la place de la gare et puis je continue en direction du centre-ville. C'est vers à droite, paf. Et au cinéma Capitole est sorti Full Metal Jacket, le dernier Stanley Kubrick. J'ai déjà vu au moins 10 fois Shining Orange Mécanique. Je me réjouis d'appeler Boris pour aller le voir ce soir. Et si je devenais réalisateur? J'aime bien les histoires de monstres, de science-fiction. J'aime bien le cinéma et raconter des histoires. Je traverse la place Saint-François. BCV, UBS, SBS. Et si je devenais employé de banque? Oui, Boris a commencé HEC, puis il me dit que c'est assez intéressant finalement. Je prends à droite. Je roule sur le grand pont. Au loin, je distingue l'enseigne du Las Vegas. 2 étages enfumés, entièrement consacrés aux jeux vidéo.
Si j'inventais des jeux vidéo, il doit bien y avoir des entreprises qui engagent des types comme moi pour leurs scénarios. Prochain carrefour à gauche. Je passe à côté du magasin où j'ai acheté la boîte de l'Empire contre-attaque. Ça remonte à 3 ans et demi, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça date d'un siècle. Juste en face, il y a l'école de théâtre d'Eagleman. J'y suis des cours depuis 1 an. J'aime bien parce que pendant qu'on joue les sketchs, je bégaye pas. Quand je joue un rôle, quand j'imite quelqu'un, quand je prends un accent, je bégaye pas. Et si je devenais acteur, je jouerais des rôles du matin au soir et je bégayerais plus jamais. Puis qui sait, j'arriverais peut-être à écrire et jouer mes propres rôles. Je roule ce pont chaudron. La bise souffle fort. Mon genou est super enflé. On dirait le croisement entre une noix de coco poilue et un pamplemousse à chair rose. Je ferais mieux d'aller me mettre au chaud. Mais le prochain carrefour m'entraîne vers l'avenue Tivoli, une des plus chouettes descentes de Lausanne. Je dévale la piste comme si ma dernière heure était arrivée. I'm on a highway to hell, highway to hell. Je passe juste à côté de l'entrée de la vallée de la jeunesse, et alors prochain carrefour, attention, risque de danger mortel. Si c'est vers à gauche, je prends l'autoroute. Plus aucun carrefour et feu rouge avant 60 km. Mais le dieu des feux est avec moi, et je prends à droite direction université. Tiens, et si je partais à la recherche du bâtiment des lettres, ils viennent de le finir. Malgré la morsure du froid et un réservoir d'essence qui sonne creux, je décide d'aller le trouver. Il faut que je le voie. Après un long virage, j'aperçois un bâtiment sombre sous la lune. Je m'arrête et je lis le panneau BFSH 2. Bâtiment de la faculté des sciences humaines 2. Wow. J'adore ce nom. Les sciences humaines 2. Ça sonne comme Rambo 2, la mission. Bon, cette fois ma mission est claire. Je passe le bac et j'entre dans les sciences humaines 2. À 16 ans, Christian commence à répéter avec des copains dans un abri anti-atomique. Juste avant le bac, il trouve un lieu pour donner un premier concert. Branle-bas de combat, le groupe n'a même pas de nom. On se baptise Saccharine parce qu'on a lu ça sur une boîte de Coca Light. Christian compose Clara pendant que le prof explique les dérivés du second degré. Pour les paroles, il ouvre son agenda et consulte la page des prénoms les plus usuels. Clara passe en boucle sur la radio suisse romande. 1 an plus tard, Jean-Marc, notre producteur, surnommé le colonel, convainc une boîte parisienne de distribuer la chanson en France. Résultat des courses. Clara, cette blague, écrite et composée en 45 minutes, en 1992, c'est la 42e chanson la plus diffusée en France, entre Mick Jagger et Madonna. Quant à nous, depuis 5 minutes, on est dans les loges de la Maison de la Radio, à Paris, et dans un quart d'heure, on passe chez Ruquier. Et moi, qu'est-ce que je fous là-dedans? Alors, non seulement j'écris la moitié des paroles, mais en plus, je danse. Parfaitement. L'arthritique a pris sa revanche. Bon, en fait, un médecin m'a fait des injections en sel d'or et depuis, tout est parti. J'enfile mon costume de scène. Ce costume, je l'aime. Je l'adore. Il a été dessiné, découpé et cousu par Cécile, la fille aux plus belles mains du monde. Alors, autant être clair, quand je suis dans mon costume de scène, Dieu me vousoie. L'émission commence. Invité d'honneur, Monseigneur Gaillot. Les chroniqueurs balancent leurs gags les plus drôles et les plus méchants. Enfin, Ruquier nous annonce. Ils nous viennent de Suisse,
Ils sont toujours à la recherche de leur copine Clara. Voici Saccharine. Loli, Bastien, Claude, Olivier, Laurent et Gilles envahissent le studio et se placent là où il y a des scotch blancs. Quant à moi, je bondis depuis les coulisses, je saute par-dessus mon seigneur et j'atterris à ma place pile quand la batterie commence. J'affole Marie, leur Clara, Clara elle ne m'aime pas. Je fais tomber Estelle, Lise me veut auprès d'elle, Clara, Clara elle ne m'aime pas. Elle a dit à mauvaise mine, depuis que je connais Delphine, Delphine ne m'intéressait pas. Ne m'en veuillez pas, mais moi j'aime Clara et Clara, Clara elle ne m'aime pas. M'appelle Roméo et j'ai Caroline sur le dos. Clara, Clara elle ne m'aime pas. J'ai 200 lettres de Léa et Lucie dort devant chez moi. Clara, Clara elle ne m'aime pas. Elle a dit s'est suicidée quand j'ai connu Salomé. Salomé ne m'intéressait pas. Ne m'en veuillez pas, mais moi j'aime Clara et Clara, Clara elle ne m'aime pas. Je me souviens de ma mère qui disait qu'on était arrivé de l'autre côté du monde. Alors, je suis arrivé de l'autre côté de moi et je me dis que c'est déjà pas si mal. À l'extérieur de la maison de la radio, une voix nous appelle. C'est Monseigneur Gaillot. Il nous a trouvés fantastiques, plein de fougue, d'humour. Il nous souhaite 1000 bonnes choses pour la vie. On est à 2 doigts de la bénédiction. Et vous, où trouvez-vous l'énergie pour danser comme ça? Eh bien, c'est pas moi. C'est le costume. L'habit fait le moine, Monseigneur. Je marche dans les allées bruyantes du Salon du Livre et de la Presse et du Multimédia de Genève. J'ai tout mon temps. Ce soir, c'est nocturne. Les portes ne ferment pas avant 22h. J'ai tout mon temps. Quelque part dans les rayonnages, je sais que se trouvent mes livres, mes propres livres. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais sûr que je danserais encore pendant 10 ans et qu'on allait enchaîner les disques avec Saccharine. Seulement voilà, à la sortie du 2e album, la maladie est venue me dévorer de nouveau. Comme un volcan endormi, l'arthrite s'est réveillée avec une violence. Bon, en plus, je n'avais marre de devoir faire le pitre tout le temps. Non, c'était devenu maladif. Dans une soirée, une discothèque, s'il n'y avait pas un cercle autour de moi, j'avais pas l'impression d'exister. Alors bon, comme j'ai fini les sciences humaines 2, et que j'aime bien raconter des histoires, ben je me suis mis à écrire. Je rencontre 2 amis journalistes, et on s'assied à une table. Alors, comme d'habitude, on discute de tout sauf du contenu des livres.
On reste à notre place, persuadé que tôt ou tard un sécuritaire viendra nous déloger. 22h20. La halle est déserte, silencieuse. Alors je leur dis, et si on piquait un livre? Un livre, chacun. Je me lève à la recherche des éditions Actes Sud. Mes deux compères me suivent en gloussant. Je regarde et tout à coup je le vois. Le merveilleux voyage de Niels Holgersson au pays des oies sauvages. 635 pages, édition intégrale, gravure d'origine. Le premier journaliste s'arrête sur le stand Gallimard et s'empare d'un t-shirt Harry Potter, un plumier Harry Potter, une paire de chaussettes Harry Potter. Quoi, tu piques même pas un livre, toi? Mais non, j'en reçois déjà assez à la rédaction. Ça, au moins, ça fera plaisir à mes gosses. L'autre journaliste, n'y tenant plus, court sur le stand d'un éditeur pour enfants et s'empare du premier album, qui lui tombe sous la main. 3 jours plus tard, je rends visite à mes parents. Je ne résiste pas au plaisir de leur raconter ma petite aventure au salon du livre. Pendant mon récit, ma mère blêmit. Va, mais tu aurais pu te faire prendre. Peut-être que tu as été filmé. De toute façon, je risque quoi? Ma mère va alors dans la chambre et revient en serrant un petit coupon de couleur jaune. Dessus, la date du 29 novembre 1975 est griffonnée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'amende que j'ai reçue une fois à l'Innovation. Tu te souviens, tu venais d'arriver en Suisse. Évidemment que je m'en souviens. J'ai eu tellement honte ce jour-là, tu ne peux pas imaginer. Je suis abasourdi. Un des plus beaux jours de ma vie, ma rencontre avec la panthère rose, est resté gravé dans la mémoire de ma mère comme étant l'un des pires. Au début, ça me fiche un coup au cœur. Je me sens terriblement coupable. Puis je me mets à calculer. Cette amende est restée dans l'armoire pendant... Ça fait 24 ans, maman! Oui, je sais, c'est vieux, mais à l'époque, j'étais persuadé que la police allait nous expulser du pays. En août 1974, mes parents ont reçu le statut de réfugiés politiques. En échange, les autorités suisses ont exigé d'eux qu'ils renoncent à leur nationalité roumaine. 1 an plus tard, ma mère a reçu cette amende. Elle était persuadée que la police allait nous expulser et qu'on allait se retrouver sans passeport, sans toit, sans avenir. Plus personne n'a jamais évoqué cette histoire d'amende. Le temps a passé, mais quand même, j'ai vécu le cœur serré. Je relis ce coupon. Le prix de la marchandise impayée s'élève à 14 francs. Une paire de pantoufles à 14 balles a terrorisé ma mère pendant un quart de siècle. Le téléphone vient de sonner. C'est ma mère. Elle m'annonce que mon père vient de mourir. Il a été victime d'une crise cardiaque pendant qu'il sciait le pied du sapin Noël qu'ils venaient d'acheter ensemble. C'est le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. J'appuie ma tête contre le mur, je boucle, je ramasse quelques affaires, je dis au revoir à mon épouse et je me mets en route. Et me revoilà dans l'appartement de mon enfance à Lausanne.
Les croque-morts sont déjà passés pour emporter le corps de mon père. Ma mère est liquéfiée. Elle me répète sans cesse comment la mort est survenue. Mon père sciait le pied du sapin de Noël. Ma mère le regardait. Elle a eu l'idée d'aller à la cuisine pour chercher un couteau à la lame plus affûtée. Le temps qu'elle revienne, mon père était mort, foudroyé par une crise cardiaque. Jusqu'à maintenant, la mort n'a pas fait partie de ma vie. J'appartiens à cette catégorie d'êtres humains qui ont vu des centaines de personnes mourir à la télévision ou au ciné, mais qui n'ont jamais assisté et vu un corps mort, un vrai. Le lendemain, nous nous rendons aux pompes funèbres avec ma mère. Nous choisissons ensemble le cercueil pour la cérémonie. Nous commandons la gerbe de fleurs. Nous dictons les mots à poser sur le ruban de soie. Mon père voulait être incinéré. Il faut encore choisir l'urne funéraire. En métal ou en pierre, avec ou sans la lisière violette. Comme c'est compliqué de mourir. Et lundi arrive. Ma mère, ma tante et moi, nous nous rendons au centre funéraire de Montaut, autrement dit, de l'autre côté de la rue. L'employé nous indique où se trouvent les chapelles funéraires. Il faut descendre d'un étage. Nous nous retrouvons face à une rangée de portes. On se met à chercher la bonne. J'espère qu'on la trouvera jamais. Mais tout à coup, je lis le nom de mon père sur une étiquette. Georges Meltz. Quand je vois le corps mort de mon père, je n'arrive pas à y croire. On dirait un mannequin, une imitation grossière. Ma mère éclate en sanglots. Oh mon Dieu, regarde où tu arrives. Elle lui caresse le front. Elle essaie de lui attraper la main, mais les mains de son mari sont jointes pour toujours. Alors elle touche un pli, elle arrange un habit. Moi, je reste immobile, silencieux, à l'écart. Mes larmes coulent, mais il est hors de question que je m'approche. Un long moment passe comme ça. Quand enfin ma tante et ma mère se redressent, j'en profite pour les enlacer. Enlacer les vivants, ça je sais faire. Brisés, épuisés par la tempête nerveuse qui s'est abattue sur nous, nous remontons la surface. Et bras dessus, bras dessous, je rentre avec ma mère jusqu'à l'appartement devenu brusquement grand comme un hall de gare. Je laisse passer le mardi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Dernier moment où je pourrais toucher le corps de mon père. Il faut que je le touche. Mercredi après-midi, je prends mon courage à deux mains et je me rends à la chapelle funéraire. J'ai beau savoir à quoi m'attendre, il est impossible de se préparer à un tel spectacle. Je suis face à un objet. Mon père est devenu un objet. Je tape furieusement du pied contre le sol. Papa. Papa. Je lève ma main. Si j'arrive à le toucher, j'arrive à accepter sa disparition. Mais je recule. Je remonte à la surface, je décide de marcher un peu. Presque malgré moi, je me retrouve à la vallée de la jeunesse, à côté. Combien de centaines de fois suis-je venu ici? J'y suis venu avec les copains et mon frère à vélo. De 13 à 15 ans, j'y suis venu une fois par semaine pour mes séances chez la logopédiste, dans une école juste à côté. À 20 ans, j'y suis retourné avec ma première copine. Je prends le petit sentier, je me retrouve au sommet de la colline de Rocher. Marcher. Ce fut le problème de mon père les 10 dernières années de sa vie. À cause de la cigarette, son rayon d'action s'était limité à 200 mètres, autour de sa Peugeot. Avec la Peugeot, il était seulement perdu, désespéré. Sans la Peugeot, il était perdu. Je redescends de la colline et je retourne à la chapelle funéraire. Cette fois, la panique est moins envahissante. Je pose ma main sur celle de mon père, tendrement. Le contact est abominable. On dirait une bougie qu'on vient de sortir du frigidaire. Je réalise à quel point ce qui se présente à moi n'a plus rien en commun avec un être humain. Adieu, papa. Adieu. Puis je prends mon souffle et je quitte ma jeunesse.